L'entourage de Camilla aurait donc rédigé une note de service visant à restructurer la monarchie pour contourner le prince William, et si nous en avons connaissance, c'est uniquement parce que la princesse Anne a décidé de briser le silence. C'est le point de départ de notre enquête, car le déroulement des événements est hallucinant et les contradictions s'accumulent tellement que franchement le silence du palais ressemble de plus en plus à de la panique qu'à une stratégie. Ce qui me sidère, c'est que Anne n'ait tenu aucune conférence de presse. Elle n'a publié aucun communiqué officiel, ni même diffusé l'écusson royal. Il s'agissait d'une communication divulguée, délibérée et directe, et tous ceux qui connaissent le mode opératoire d'Anne ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un lapsus. La princesse Anne a passé des décennies à être la seule membre de la famille royale à ne jamais rechercher la controverse, à ne jamais donner de matière aux tabloïds, ni même à sembler se soucier d'être aimée. Elle se contentait d'être présente, d'honorer ses engagements et de rentrer chez elle. Aussi, lorsqu'elle prend position, cela a un impact différent que si cela venait d'une personne constamment sous les feux des projecteurs. Son message faisait référence à ce qu'elle a qualifié de tentative concertée de perturber l'ordre de succession, et bien qu'elle n'ait pas mentionné explicitement le nom de Camilla, sa formulation était si directe qu'il était évident qu'elle ne pouvait ignorer de qui il s'agissait. Elle a écrit que des actions avaient été entreprises qui violaient les volontés exprimées par la défunte reine et menaçaient l'avenir de cette institution. Invoquer les souhaits exprimés par la reine Élisabeth équivaut à utiliser la solution de facilité au sein de la famille royale. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord sur l'emploi du temps. Anne se positionne comme la gardienne de l'héritage de sa mère et dénonce publiquement les agissements de certains membres du palais qui s'y opposent. Pour suivre l'évolution de cette affaire en détail, abonnez-vous à Crown Watch et ne manquez rien. Nous suivons la situation en temps réel et les mises à jour sont rapides. Parlons donc de ce qu'Anne a réellement découvert, car les détails qui ont fait surface depuis la fuite initiale sont à vrai dire bien plus accablants que l'accusation elle-même. Selon des sources proches de la princesse, elle a passé des mois en proie à un conflit intérieur, découvrant des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, et reconstituant un schéma qu'elle avait d'abord tenté d'attribuer à un simple remaniement au palais. Anne et William ont toujours été proches. Elle le considère comme le dernier pilier inébranlable de la monarchie, selon ses propres termes, non seulement le fils de Diana, mais aussi le type de futur monarque dont la couronne a désespérément besoin. Aussi, lorsque l'influence de Camilla sur Charles s'est accentuée et qu'Anne s'est sentie de plus en plus écartée du pouvoir de décision, elle l'a remarqué. Les conversations qui se déroulaient autrefois en sa présence ont commencé à se tenir à huis clos. Les invitations qui lui étaient adressées étaient désormais adressées à d'autres. Et elle se disait qu'il s'agissait simplement d'une évolution des rôles, d'une modernisation, le jargon habituel du palais pour des choses que personne ne souhaite expliquer. Mais elle a alors découvert des communications qu'elle n'aurait jamais dû voir. Dissimulées dans des documents confidentiels, des références à une réforme de la succession, étaient présentes des noms expurgés, un langage tellement poli qu'il en était presque illisible, mais les implications étaient claires. L'objectif était d'affaiblir les chances de William d'accéder au trône sous couvert de modernisation. Et je pense que c'est ce qui rend la chose si insidieuse, honnêtement. Personne n'a écrit « Nous retirons le prince William
de l'ordre de succession. C'est ça, Cela aurait été trop évident, trop facile à divulguer et trop difficile à dissimuler. Au lieu de cela, le discours portait sur une réévaluation des dynamiques de succession, la modernisation des rôles cérémoniels et la redistribution des fonctions de représentation. C'est le genre de formulation qui paraît ennuyeuse et bureaucratique jusqu'à ce qu'on la lise attentivement et qu'on réalise que chaque recommandation vise à éroder progressivement la visibilité, l'influence et finalement la position de William. Le dernier paragraphe de la note préconisait, semble-t-il, d'accélérer ces mesures avant que les attentes du public concernant l'héritage de Cambridge ne soient pleinement établies. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est le calendrier d'un coup d'État déguisé en langage de commission. Quand Anne a découvert cela, ses collaborateurs l'ont décrite comme inhabituellement renfermée pendant des semaines, hantée pas en colère. Dans des écrits privés qui ont refait surface par la suite, elle décrivait le palais comme rongé de l'intérieur et évoquait un complot discret dissimulé sous le couvert du protocole. Ce ne sont pas les propos de quelqu'un qui réagit de manière excessive au jeu de pouvoir au sein de l'entreprise. Ce sont les mots de quelqu'un qui vient de réaliser que l'institution qu'elle a défendue toute sa vie se retourne contre ses propres membres. Elle a commencé à se confier à William, mais avec prudence. Des réunions tardent dans la nuit sans personnel, des notes manuscrites à l'ancienne plutôt que toute trace écrite. Elle ne voulait pas l'alarmer, mais il fallait qu'il comprenne que quelque chose clochait. William, fidèle à lui-même, préconisait la prudence. Diplomate dans l'âme, il s'efforçait toujours d'éviter les débordements, mais Anne voyait ce qu'il ne pouvait pas voir ou peut-être ce qu'il refusait de voir. Camilla ne se contentait pas de jouer la carte de la politique. Elle était un cantarin de mettre en place une nouvelle monarchie qui l'exclurait. Ce qui rend l'ascension de Camilla si complexe, bien au-delà d'une simple querelle familiale, c'est son caractère méthodique. Rien n'a commencé par une simple note de service. Bien avant que le monde ne la voie couronnée aux côtés du roi Charles des Rumeurs, circulait déjà sur une ascension calculée. Après la mort de Diana, une froideur latente s'est toujours installée entre William et Camilla. En apparence, il restait courtois, mais des sources proches du couple évoquaient depuis des années des regards furtifs, des conversations guindées, des absences calculées qui laissaient présager un malaise persistant. William était farouchement protecteur de l'héritage de sa mère et Camilla, selon des sources proches du palais, n'a jamais oublié à quel point le souvenir de Diana s'accrochait à la couronne comme une ombre qu'elle ne pouvait effacer. Mais Camilla ne restait pas les bras croisés, hantée par le souvenir de Diana. Elle agissait. Alors que la santé de la reine Élisabeth déclinait et que les responsabilités de Charles s'alourdissaient, ici, Camilla a pris le relais non seulement comme épouse, mais aussi comme stratège. Les observateurs royaux ont constaté l'expansion de son influence. Elle n'accompagnait plus seulement Charles, elle copilotait le navire. Des conseillers clés ont changé. Les visages familiers disparurent. À leur place, apparurent des figures loyalistes qui devaient leur poste non à la tradition, mais à Camilla. Toute une cour se formait en coulisses, un réseau d'assistants d'attachés de presse et de conseillers privés gravitant autour du trône, non pas autour de Charles, mais autour d'elle. Ces nominations ne furent pas retentissantes. Il s'agissait d'interventions chirurgicales, toujours présentées
comme des modernisations nécessaires ou comme une mesure visant à rationaliser les affaires royales, mais les observateurs avisés savaient la supercherie. La monarchie est traditionnellement prudente. Elle n'agit pas précipitamment, à moins que quelqu'un ne tire les ficelles. Puis Charles est connu des moments de faiblesse, des périodes de maladie, de stress et de vulnérabilité émotionnelle, autant d'occasions manquées. Ceux qui avaient autrefois un accès direct au roi et se retrouvèrent contraints de changer de voie. Les demandes étaient filtrées. Les apparitions étaient soigneusement orchestrées. Camilla était souvent aux côtés de Charles durant cette période délicate et selon certaines sources, elle veillait à ce que seules certaines voix lui parviennent, des voix favorables à sa vision d'une monarchie simplifiée et à l'aise avec les médias, une monarchie qui n'exigeait pas forcément la présence de William en son centre. Aussi, lorsque la note a finalement fuité, il ne s'agissait pas d'une rupture radicale avec tout ce que Camilla avait entrepris. C'était l'aboutissement logique d'années de manœuvres discrètes. Le document était froid et impersonnel, mais son intention était sans équivoque. Et lorsqu'il est parvenu au cercle restreint de William, la réaction a été immédiate. Un conseiller de haut rang aurait quitté la pièce en trombe et une autre personne était en larmes. Les mots « trahison » et « scandale » fusaient criés et non chuchotés. Pour William, c'était la confirmation que les regards froids, les exclusions discrètes et les changements subtils n'étaient pas de la paranoïa. C'étaient des coups de maître. Les journalistes ont retracé la fuite grâce à des empreintes numériques jusqu'à un groupe de conseillers de haut rang qui, ces dernières années, étaient considérés comme exceptionnellement proches du cercle intime de Camilla. Non pas des figures marginales ni des employés subalternes, mais des personnes au cœur même des opérations du Palais des Voix de Confiance, devenus les instruments d'un agenda occulte. Le cabinet de Camilla a refusé de commenter, mais les liens et des liens étaient trop précis pour être une coïncidence. Et hors des murs du palais, la réaction du public fut immédiate. Pays, justice pour William et coup d'État contre Camilla, a fait le tour du monde. Les sondages ont révélé un net regain de sympathie de la part du public qui exigeait de la transparence sur la succession et le rôle de la reine consorte en coulisses. Pour une institution si soigneusement construite autour de l'image et de la tradition, il ne s'agissait pas simplement d'un scandale. C'était une rupture. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Les jours passèrent sans que le palais ne dise un mot. Ni déclaration, ni démenti, ni explication. L'entreprise d'ordinaire si prompte à gérer les crises resta figée. Certains y virent une stratégie visant à étouffer l'affaire en la privant de tout espoir. D'autres pensaient que l'institution avait été prise au dépourvu et ne savait tout simplement pas comment contenir la vérité une fois révélée. Mais la question qui revenait sans cesse était plus simple que toutes ces spéculations stratégiques si un tel document existait qui avait autorisé sa rédaction. Qui a autorisé le choix de la langue? Qui a approuvé le plan? Et qui a propre. Le silence du roi Charles durant toute cette affaire a peut-être été l'élément le plus éloquent de cette crise. Il n'a rien dit en public, pas même à son fils, semble-t-il,
Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre l'homme derrière la couronne. Tout au long de sa vie, Charles a été accusé d'indécision, de procrastination et d'évitement des confrontations. Aujourd'hui, au cœur de la crise royale, la plus explosive depuis des décennies, cette attitude refait surface. Alors que le public réclame des éclaircissements sur les dissensions familiales et qui se trament au palais. Se replie sur lui-même, laissant la nation et son fils dans l'incertitude. Mais selon des proches du roi, il ne s'agit pas seulement d'une indécision personnelle. Camilla exerce désormais une emprise totale sur son emploi du temps, ses messages et même sa vie privée. Les réunions sont filtrées par ses intermédiaires, la correspondance est examinée. Selon des sources internes, Charles répond rarement au téléphone sans la présence de Camilla. Il ne s'agit plus d'un simple partenariat, mais d'une présidence de fait, d'une monarchie discrètement réorientée sous l'influence d'une reine consort, dont les ambitions ont peut-être toujours dépassé le simple rôle de soutien. Puis sont arrivés les murmures concernant le secteur privé, des conversations entre Charles et ses conseillers en réforme constitutionnelle. Il ne s'agissait pas de consultations protocolaires, mais de discussions confidentielles officieuses et délibérément non documentées. Le sujet abordé était la rationalisation de la monarchie, la simplification de la succession et la modernisation de la représentation. Tous ces termes paraissaient nobles, mais examinés dans leur contexte, ils ressemblaient étrangement au langage du mémo divulgué. Trop étrangement pour être une coïncidence. Et pourtant, Charles garda le silence même lorsqu'Anne lui présenta les preuves en personne. Des sources décrivent cette rencontre entre frères et sœurs comme froide, brutale et définitive. Anne, inflexible et déterminée, exigea des réponses. Elle parla non pas comme une sœur, mais comme la gardienne de l'héritage de leur mère. Charles, pâle et renfermé, refusa de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Mais le silence qui suivit fut si glacial et si pesante qu'il confirma ce que les mots n'auraient jamais pu exprimer. Le mal n'était plus seulement personnel, il était constitutionnel. Le personnel du palais commença à se diviser. Certains se rangèrent du côté de William et Anne, d'autres fidèles à Charles et Camilla campèrent sur leur position. Des rumeurs circulèrent concernant un ultimatum royal, un appel interne pour forcer la main du roi. Et choisissez, rétablissez l'ordre avant que la couronne ne s'effondre sous le poids de ses propres secrets. Et pourtant, le roi garda le silence. Peut-être par peur, peut-être par culpabilité, ou peut-être parce que la vérité détruirait bien plus que l'image publique de la monarchie. Cela le détruirait lui-même. Tandis que Charles gardait le silence, l'équipe de Camilla lançait une offensive médiatique massive. Quelques heures seulement après les révélations d'Anne, une vague de messages soigneusement orchestrés déferla. Les journalistes furent invités à des entretiens informels et confidentiels. Les correspondants royaux de longue date retrouvèrent soudainement un accès privilégié. Des titres commencèrent à apparaître semblant trop coordonnés
pour être une coïncidence, tous reprenant les mêmes formules sur la grâce discrète de Camilla, au milieu des turbulences du palais, une reine imperturbable en des temps troublés. L'objectif était précis, recadrer le récit, redéfinir les rôles et surtout discréditer Anne. Des fuites anonymes commencèrent à filtrer dans la presse dépeignant Anne comme émotionnellement instable, trop proche de William et trop amère quant à sa place dans la hiérarchie. Des mots comme fragile rancunière et isolée firent leur apparition dans la couverture médiatique royale, tous visant à saper la crédibilité d'Anne sans la nommer directement. Même sa loyauté indéfectible envers la défunte reine fut remise en question, des rumeurs suggérant que des rancunes personnelles étaient à l'origine de sa décision de prendre la parole. Puis arrivèrent les experts. Les plateaux télévisés composés d'analystes royaux qui, quelques semaines auparavant, avaient salué avec modération le dévouement d'Anne, qualifiaient désormais ses actions d'imprudentes, de source de division et d'inopportunes. Mais la tactique la plus calculée fut la manière dont ils présentèrent la note divulguée, non pas comme un coup d'État, mais comme une proposition de réforme mal comprise, un plan de modernisation mal interprété par les traditionalistes. Cette formule fit mouche et fut répétée jusqu'à devenir une vérité établie. En coulisses, les manœuvres prirent une tournure plus sombre. Des membres du personnel connus pour leur sympathie envers Anne William signalèrent des pressions subtiles, des perturbations dans leur emploi du temps, des refus de voyage, voire des menaces voilées concernant le renouvellement de leur contrat. Les lanceurs d'alerte ont découvert que leur téléphone était surveillé, leur famille, la cible de rumeurs. Et plus inquiétant encore, des informations ont fait surface selon lesquelles l'équipe de Camilla avait tenté d'accéder à la correspondance privée d'Anne, à ses messages avec William à son journal intime, à la moindre information susceptible d'être utilisée contre elle. Mais Camilla a sous-estimé un point crucial. Le palais n'était pas aussi uni derrière elle qu'elle le croyait. Dans ce chaos, une nouvelle voix s'est fait entendre. Un membre de la famille royale, resté publiquement neutre, jusqu'alors a pris contact avec Anne. Cette alliance a provoqué un véritable séisme au sein du cercle restreint. Les alliances ont été redéfinies. Les soutiens discrets sont devenus des prises de position publiques. Et pour Camilla, qui avait œuvré pendant des décennies pour faire taire le passé et façonner l'avenir, la résistance venait désormais de l'intérieur. Puis, l'aide est arrivée. Et c'est cette partie de l'histoire qui change véritablement tout, car jusqu'à présent, c'était la parole d'Anne contre la machine à propagande de Camilla. Mais une conseillère royale de haut rang, une personne profondément enracinée dans le cercle d'Anne, en qui elle avait une confiance absolue et qui, autrefois, défendait farouchement, l'institution a décidé qu'elle ne pouvait plus supporter ce silence. Son nom reste pour l'instant tenu secret, mais son témoignage enrichit l'histoire d'Anne d'une manière qui la rend impossible à ignorer. D'après elle, la note qui a ébranlé la monarchie n'était pas une création soudaine. Ce fut le fruit de mois, voire d'années, de rédaction de révision et de discussions discrètes. Les premières versions étaient plus audacieuses. Elles ne dissimulaient pas leur objectif derrière des formules codées. L'intention était claire, écarter Guillaume de l'ordre de succession
sous couvert de modernisation constitutionnelle. La seule raison de ce changement de langue, c'est la peur. La peur que l'information fuite avant que Camilla n'ait suffisamment de contrôle pour en contenir les conséquences. Et c'est ce détail qui m'a glacé le sang. Lorsque j'en ai pris connaissance pour la première fois, Charles l'a vu, l'a lu et en a discuté à plusieurs reprises. L'aide de camp se souvient d'avoir distribué des dossiers de synthèse, certes fortement expurgés, mais jamais véritablement dissimulés. Le roi n'a peut-être pas élaboré cette stratégie, mais il en a permis la diffusion. Il a autorisé son perfectionnement. Et lorsque la version finale est arrivée sur son bureau, il n'a émis aucune objection. Il ne l'a pas signée, mais il ne l'a pas bloquée non plus. Si cela est vrai, alors toute l'histoire selon laquelle Charles aurait été manipulé ou naïf s'effondre. On ne peut pas être manipulé au point d'adopter un point de vue qu'on a lu et discuté à maintes reprises pendant des mois. L'assistante a également rapporté une conversation qu'elle avait surprise entre Camilla et une confidente. Elle n'avait pas saisi tous les mots, mais la phrase dont elle se souvenait était impossible à oublier. Ceci mettra un terme définitif à l'histoire de Diana. Il ne s'agit pas d'héritage, il s'agit d'effacement. Il s'agit de rompre définitivement le lien de sang que Diana a laissé derrière elle. L'assistante a ensuite tenté de partir discrètement, demandant une mutation pour raison de santé. Au lieu de cela, elle était surveillée. Ses appels téléphoniques étaient interceptés. Ses amis étaient prévenus de rester à l'écart. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa porte d'entrée déverrouillée. Rien n'avait été volé, mais tout avait été déplacé. Assez subtil pour nier, assez glaçant pour faire comprendre que l'obéissance n'était pas une option, et pourtant elle a conservé des documents, des copies des notes, des dates, ses propres archives, car elle craignait qu'un jour elles doivent se protéger. Ce jour est arrivé. Elle a parlé à l'équipe d'Anne, fourni des documents, et promis que si Anne rendait l'affaire publique, elle témoignerait. Quand elle évoque le prix à payer, sa voix se brise. Les nuits... La culpabilité. Le moment où elle a aperçu William dans le couloir et n'a pas pu croiser son regard. J'ai cru en l'institution, a-t-elle déclaré, jusqu'à ce qu'elle se transforme. Désormais, le monde retient son souffle, car la prochaine étape ne dépend ni de Camilla, ni même de Charles. Elle appartient à Anne. Elle a tenu bon pour sa famille et son pays, mais elle s'expose désormais au grand jour non plus. Comme une princesse discrète, mais comme la dernière défenseur de la monarchie. Elle sait qu'il ne s'agit plus de réputation, mais de survie, non pas de sa propre position, mais de l'intégrité de la monarchie. Depuis des semaines, elle observe l'institution vaciller, rongée de l'intérieur, par le silence, la manipulation et la tromperie. Forte de témoignages de documents et d'un mandat public, elle entreprend désormais son action la plus audacieuse. Elle réclame un tribunal royal indépendant, doté du pouvoir d'enquêter, d'interroger, et de révéler les ingérences dans l'ordre de succession. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la monarchie devrait rendre des comptes à ses propres démons. En coulisses, le soutien se renforce. Des approbations discrètes fusent de tout le Commonwealth. Des conseillers de haut rang au Canada et en Australie, ainsi que d'anciens alliés de la couronne, commencent à exprimer leurs inquiétudes à voix basse. Les appels privés d'Anne, autrefois considérés comme de simples formalités, ont désormais du poids. Elle n'agit plus seule,
elle devient le noyau d'une remise en question constitutionnelle. William, bien qu'ébranlé, la soutient non pas en tant que fils, ni même en tant que prince, mais en tant qu'homme qui a subi l'érosion progressive de la confiance et de la lignée. Il sait ce que ce tribunal révélera car elle l'a vécu. Il appelle à la prudence, espérant éviter l'effondrement total de la monarchie, mais Anne est résolue. Il n'y a pas d'avenir sans responsabilité, pas de trône digne d'être hérité s'il est bâti sur une trahison silencieuse. Le cercle d'influence. Autrefois, si sûr de Camilla se fissure, sa machine médiatique ralentit. Les interviews sont annulées, les apparitions publiques reportées, les démissions du personnel fuitent dans la presse. Des sources la décrivent comme s'effondrant derrière les murs du palais. Celle qui jadis excellait dans l'art de naviguer dans l'ombre se retrouve désormais paralysée par la révélation de la vérité. L'illusion s'écroule et avec elle son emprise sur la couronne. Et au cœur même de cette tourmente, le roi Charles va assis. Des rumeurs circulent selon lesquelles des proches l'auraient exhorté à envisager l'impensable, l'abdication. Non pas comme une punition, mais comme une mesure de préservation. Laissez la place, suggère-t-il. Laissons William monter sur le trône tant que la monarchie a encore du souffle. Oui, c'est qui a attendu toute sa vie pour régner. C'est une perspective bouleversante. Mais les appels se font de plus en plus pressants, tant en interne que dans l'opinion publique. À l'extérieur du palais, un mouvement prend forme. Protéger le trône équipe William Justice pour Anne. Ce qui n'était qu'une affaire de famille est devenu un enjeu mondial. Les gens prennent une partie. Et pour la première fois, la famille royale ne peut plus se retrancher derrière le protocole. Le peuple exige transparence et responsabilité. Anne ne convoite pas le trône. Elle ne l'a jamais convoité. Mais ce qu'elle recherche, c'est la vérité. Et si cette vérité détruit tout ce sur quoi la monarchie s'est construite, qu'il en soit ainsi. Car pour elle, il n'y a pas d'honneur dans le silence, ni d'avenir sans combat. Le monde a déjà connu des scandales royaux, mais rien de comparable à celui-ci. Et alors que les camps se forment une seule vérité, demeure l'avenir de la couronne ne tient qu'à un fil.